Samedi 22 avril, vous regardez Al24 News, à la une de l'actualité de ce 19h. Trêve de très courte durée au Soudan, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide reprennent de plus belle. Dernier bilan des affrontements, 413 morts. Dans le dossier sahraoui, fort soutien des États-Unis aux efforts de l'émissaire onusien Staffan de Mistura, propos signé Wendy Sherman, secrétaire d'État adjointe américaine. Les États-Unis, justement, où le marché de l'immobilier connaît un fort infléchissement de courbe, nous irons à la découverte des derniers chiffres concernant la vente de maisons chez l'oncle Sam. Et puis la Russie qui scrute de nouveaux horizons géopolitiques et économiques, notamment en Amérique latine. Retour dans ce journal sur la tournée du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov dans plusieurs pays du continent. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'actualité de ce 19h, l'Algérie a nommé Ammar Benjama en tant que nouvel ambassadeur et représentant permanent auprès des Nations Unies à New York. Ammar Benjama qui remplace à ce poste Nadir Al-Arbaoui, qui, rappelons-le, a été, lui, appelé à d'autres fonctions à la présidence de la République algérienne. Je vous le disais à l'instant, la trêve aura été de très courte durée. Le Soudan replonge dans la violence et les combats entre les deux parties du conflit reprennent de plus belle à Khartoum et atteignent leur deuxième semaine. Ce samedi, plusieurs explosions ont été signalées aux abords de l'aéroport international de la capitale. Le rapatriement des ressortissants étrangers n'augure quant à lui rien de bon. Les détails avec Neila Hamouda. Après une semaine d'après-combat, les Soudanais espéraient profiter d'un répit, mais ils se sont réveillés finalement sur les bruits de bombes. La trêve a finalement été de courte durée au Soudan, en ce jour de l'Eid al-Fitr. Des combats ont fait rage entre l'armée et les forces de soutien rapide dans plusieurs zones de Khartoum. Les abords du palais présidentiel et du commandement général de l'armée ont été le théâtre d'affrontements. Des explosions successives ont été entendues à Hilat Hamed et à Khoujali, au nord du palais présidentiel, et à Karari, au nord d'Omdurman. Des avions de combat ont même survolé la région, malgré la déclaration du cessez-le-feu. Les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir brisé la trêve. Les forces de soutien rapide ont annoncé qu'elles sont prêtes à autoriser la réouverture des aéroports pour l'évacuation des ressortissants étrangers, des aéroports qu'elles prétendent contrôler. Plusieurs pays, comme l'Allemagne et l'Espagne, ont appelé à un cessez-le-feu pour tenter de rapatrier leurs ressortissants. L'Union européenne se prépare également à évacuer 1500 ressortissants. Le conflit a fait déjà plus de 400 morts, 3500 blessés et des dizaines de milliers de déplacés, selon les Nations Unies. La situation humanitaire serait particulièrement alarmante. 70% des hôpitaux de Khartoum et des zones touchées par les combats sont hors d'usage. L'Association médicale soudanaise appelle la communauté internationale à mettre fin au conflit sanglant afin de pouvoir protéger les civils et fournir le soutien nécessaire. Elle appelle également à faire pression sur les deux protagonistes pour ouvrir des corridors sûrs afin d'évacuer les blessés et les personnes décédées. A noter que le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré ce samedi que les deux parties du conflit doivent s'asseoir ensemble autour de la table pour tenter de trouver une solution à la crise. Dans une intervention sur la chaîne Al Arabiya, al-Burhan a évoqué une guerre dans laquelle tout le monde était perdant. L'escalade au Soudan projette son ombre sur les pays de la région qui continuent d'appeler au cessez-le-feu. C'est le cas aussi pour le Kenya. Le président William Ruto réagit de nouveau aux affrontements et propose d'accueillir un processus de médiation entre les parties belligérantes au Soudan. Ruto a déclaré à ce propos que le Kenya avait de solides antécédents en matière de facilitation efficace du rétablissement de la paix et de la résolution des conflits politiques dans la région. Et puis la fête de Eid al-Fitr célébrée hier et aujourd'hui au Soudan a été l'occasion pour les Soudanais de prier pour un retour à la stabilité
et à la paix dans le pays. Une situation chaotique qui, rappelons-le, a causé la mort de 413 personnes selon les derniers bilans officiels. Et dans ce contexte d'extrême tension, les chancelleries étrangères s'activent pour organiser les rapatriements de leurs ressortissants. Plusieurs pays ont annoncé ce samedi avoir entamé les opérations depuis le Soudan, à l'image de l'Arabie saoudite, la France, la Grande-Bretagne, la Chine ou encore les États-Unis. Voilà donc en ce qui concerne le dossier soudanais que nous continuerons à suivre de près dans nos prochaines éditions de l'information. Dans le reste de l'actualité, nous l'évoquions, titre cette importante rencontre entre la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman, l'émissaire onusien pour le Sahara occidental Staffan de Mistura, rencontre durant laquelle l'adjointe d'Anthony Blinken a souligné le soutien total des États-Unis aux efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies pour faire avancer le processus politique en cours dirigé par l'ONU pour le Sahara occidental et a salué la vision de Staffan de Mistura pour intensifier ses consultations à cette fin. Sherman et de Mistura ont discuté de l'importance de s'appuyer sur l'élan des consultations de fond organisées par l'ONU en mars pour parvenir à une solution politique durable et digne pour le peuple sahraoui. Les Nations Unies, qui ont accueilli par ailleurs la Palestine en tant que partie prenante aux derniers travaux sur le suivi du financement du développement organisé par le Conseil économique et social des Nations Unies, ces travaux ont permis d'examiner les tendances actuelles du financement du développement et les moyens de leur mise en œuvre conformément aux engagements internationaux. Et puis dans les territoires occupés palestiniens, justement, ces jours de fête de la Eid al-Fitr, les Palestiniens n'ont pas échappé pour autant aux incursions et provocations sionistes. Plusieurs arrestations ont été signalées ce samedi, dont celle d'un jeune à Naplouse, un autre à Beit Rima. Les forces de l'occupation sioniste qui ont intensifié les dispositifs sécuritaires en bloquant l'accès au niveau des villes de Hawara, Zaïtara, mais également à Ariha. Je vous le disais en titre, c'est l'un des thermomètres de la finance aux États-Unis. Il sert à prendre la température chez les banques et les traders de Wall Street. Je veux évidemment parler du secteur immobilier qui traverse une nouvelle phase de morosité. Selon le bilan mensuel émis par le National Association of Realtors, la vente immobilière chez l'oncle Sam a chuté de 22% en comparaison avec l'année dernière. C'est un sujet signé Souhila Akilal. Le secteur américain de l'immobilier présente-t-il des signes avant-coureurs d'une crise imminente? En guise de réponse, un chiffre. Les ventes ont diminué de 22% par rapport à il y a une année, selon le baromètre du secteur, la National Association of Realtors. Un chiffre qui fait froid dans le dos pour peu que vous connaissiez la relation entre le secteur immobilier et le secteur bancaire aux États-Unis. Le rapport mensuel sur les ventes immobilières aux États-Unis, publié par l'association américaine, fait état d'une baisse de 2,4% au mois de mars, soit l'équivalent de 4,4 millions d'unités qui n'ont pas trouvé preneur. Le nombre de maisons disponibles à la vente a progressé de 1% par rapport au mois de février. 980 000 unités peuvent être désormais proposées à l'acquisition et n'attendent qu'à trouver leur futur heureux propriétaire. Même si l'immobilier américain s'essouffle, les prix font de la résistance. Le prix moyen des maisons s'est quant à lui situé autour de 375 700 $ durant la période de référence, soit l'équivalent de 2,6 mois d'approvisionnement au rythme actuel des ventes mensuelles. Selon le patron NAR Lawrence Yun, le secteur de l'immobilier tente de se relancer, mais c'est sans compter sur l'extrême volatilité des taux d'emprunt hypothécaires. Par ailleurs, la demande en hausse dans les villes où les offres d'emploi sont également en hausse font grimper les prix selon les professionnels du secteur chez l'oncle Sam. Actuellement dominé par les vendeurs, le marasme vécu par le marché immobilier aux États-Unis n'est pas sans rappeler la bulle des subprimes qui a explosé en 2008 avant de causer l'effondrement du système financier. À Wall Street et ailleurs, personne ne semble toutefois envisager qu'un tel scénario puisse se reproduire et que les digues mises en place par le législateur américain puissent sauter. Dans le conflit en Ukraine, Kiev se dit satisfaite de la coopération militaire avec les pays alliés de l'OTAN.
Lors d'une réunion qui s'est tenue vendredi au niveau de la base de Ramstein, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a néanmoins exigé des soutiens militaires de Kiev de l'approvisionner avec davantage de matériel de défense aérien. Bien entendu, nous avons réitéré nos exigences concernant les avions de chasse dans le cadre des systèmes de défense aérienne. Et je suis sûr que nous aurons plus que l'avion de chasse standard G de 4e génération de l'OTAN dans le cadre des systèmes de défense aérienne. Mais pour le moment, les principaux besoins dont nous parlons sont le sol, les intercepteurs aériens ou le système de défense aérienne au sol. Conflit en Ukraine toujours et selon de récents rapports attribués à l'agence Bloomberg, les pays du G7 s'apprêteraient à instaurer un embargo total sur les exportations de produits vers la Russie. Une démarche qualifiée par le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov de danger sur l'économie mondiale car elle accentuerait selon lui la crise mondiale globale. La Russie qui s'ouvre sur de nouveaux horizons géopolitiques et diplomatiques. Moscou prospecte de nouveaux partenaires économiques, notamment en Amérique latine, afin de contrecarrer les effets des sanctions occidentales. La tournée du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en terre latino-américaine s'est voulue annonciatrice d'une nouvelle approche en matière de coopération. C'est un sujet signé Leila Gertal. Lavrov cherche de nouveaux horizons économiques pour sortir son pays de l'étau occidental des sanctions. La tournée de Lavrov s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations entre Moscou et les pays de l'Amérique latine caractérisés par leur excellence. Après le Brésil, un pays membre du BRICS, et le Venezuela, allié historique depuis l'époque du défunt Hugo Chavez, Lavrov s'est ensuite rendu au Nicaragua et à Cuba, d'où il a déclaré que les pays choisis pour sa tournée constituaient, je cite, des pays qui choisissent leur propre voie. Allusion faite à la voie socialiste empruntée par ces pays qui continuent de faire de la résistance aux États-Unis. Une tournée donc qui s'inscrit aussi et surtout dans un esprit de renforcement des liens économiques pour tenter de contourner le train des sanctions occidentales successives sur la Russie. Le choix du Venezuela n'est pas arbitraire, ce pays classé 2e producteur mondial de pétrole et se trouve lui aussi sous blocus, de même que pour Cuba, dont les opportunités d'échange sont multiples. Pour le Brésil, la coopération est déjà lancée. Nous nous sommes mis d'accord sur des mesures pratiques pour élargir la coopération en matière de commerce et d'investissement et les contacts entre les milieux d'affaires, bien sûr, en tenant compte des réalités actuelles. Nous avons de nombreux projets dans le domaine de la production pétrolière, du développement de gisements de gaz, de l'agriculture, de la médecine et des produits pharmaceutiques, des communications, l'espace et les nouvelles technologies. Nous augmenterons le volume et le rythme des échanges dans tous ces domaines et nous continuerons à utiliser énergiquement les mécanismes existants à cette fin. Le message est clair à l'encontre de l'Occident et Lavrov ne cache pas ses intentions de vouloir nouer et tisser de nouvelles opportunités économiques et de construire, dira-t-il, un monde multipolaire, appelant pour conclure à l'union contre ce qu'il a appelé le chantage occidental. Amérique latine, toujours, le Brésil en passe de devenir le premier producteur mondial de sucre et ce grâce à des conditions climatiques plutôt favorable. La production de canne à sucre du Brésil a augmenté de 5,4% sur la saison 2022-2023. Elle a atteint les 610 millions de tonnes, des chiffres qui placent le pays au sommet de la pyramide des producteurs de sucre devant l'Inde. Et sucre pour le Brésil et lithium pour le Chili. Le président chilien Gabriel Boric a fait part cette semaine de sa volonté de nationaliser le secteur de l'industrie nationale de lithium, cette matière première stratégique pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Le Chili détient pour rappel d'énormes réserves de cette matière dont il veut faire l'un des piliers de son économie. Nous déposerons une proposition de loi pour créer la Compagnie nationale de lithium au Congrès. Il prospectera des partenaires pour le développement de projets à valeur ajoutée. Et cela implique de faire un effort supplémentaire, non seulement pour extraire les matières premières, mais pour les transformer en nouveaux produits à haute valeur technologique. Nous pouvons le faire au Chili.
Ballon rond, clôture de ce journal avec la défaite malheureusement de la JS Kabylie vendredi face à l'Espérance de Tunis en quart de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les Tunisiens se sont imposés 1-0 au stade 5 juillet et ont surpris par ailleurs la JS Kabylie. La seconde manche se jouera le 29 avril au stade Hamadi à Gréby de Rades. C'est une grosse déception, surtout la façon dont on a pris ce but. C'est un but gag, c'est un but où on a été trop naïf. C'est malheureux parce qu'en première mi-temps, on fait une belle première mi-temps, on travaille, on est bien en bloc, tactiquement on est en place. On a eu une ou deux occasions très très chaudes, notamment par Boumeshra, sur un très très bon ballon de Bouralia. Bon, le gardien a fait un très bel arrêt. Puis à la mi-temps, on avait décidé de mettre un plan de jeu nouveau pour contrer cette équipe parce qu'on avait vu leur faiblesse. Et malheureusement, ce but qu'on prend pratiquement en début de deuxième mi-temps nous coupe les jambes. Quand on a un quart de finale, il ne faut pas encaisser. Maintenant, voilà, on prend ce but. C'est désolant de prendre un but dans ces conditions. A noter également que le CR Belouizdad affrontera quant à lui les Sud-Africains de Sundowns dans quelques instants au stade 5 juillet. Et c'est sur cette information que s'achève ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne quant à moi rendez-vous dans quelques instants pour le débat de l'actualité sur Al 24 News.